En direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence pour le jour 3, le dernier jour des rencontres, dont le thème était, je le rappelle, recréer l'espoir. Nous avons animé près d'une quarantaine d'interviews depuis ce magnifique studio en plein air au son des cigales. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette clôture des rencontres économiques, cette dernière session, des assureurs avec Florence Lussmann. Vous êtes la présidente de France Assureurs, c'est la fédération des assureurs et des mutualistes. Et à côté de vous, Thierry Martel, patron de Groupama, un assureur justement mutualiste, qui évidemment vont nous parler de tous les enjeux de l'assurance dans un monde qui change. Alors peut-être vous lancer sur l'actualité d'abord, si vous voulez bien Florence, sur les émeutes qui ont émaillé les derniers jours, qui ont provoqué des dégâts qui ont été évalués par certains jusqu'à 1 milliard d'euros, avec des vraies inquiétudes pour l'activité ou la reprise d'activité d'un certain nombre de commerces ou d'autres activités dans des centres-villes. Il y a eu un débat, le gouvernement vous a demandé de faire un geste. Au final, là, pour le moment, en espérant évidemment que ça ne redémarre pas, qu'est-ce que les assureurs ont pu faire pour soutenir ceux qui ont été victimes de ces pillages? D'abord, je voudrais dire, cher Philippe, que nous sommes très sensibles à la violence absolument extraordinaire qui s'est traduite dans ces émeutes. Et évidemment, nous sommes aux côtés de nos assurés, comme à chaque fois qu'il y a des... Avec quelque chose d'inédit, c'est partout en France. Ce n'était pas réservé aux banlieues comme en 2005, mais même des petits villages ont pu être atteints. Dans des territoires qui, par exemple, en 2005, avaient été épargnés. Donc, il y a des gens qui, en une nuit, ont perdu tout le fruit du travail d'une vie. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler, des salariés, des fonctionnaires, des associations. Et puis, il y a des maires qui continuent à vivre des situations qui sont extrêmement difficiles. Donc, les émeutes, c'est d'abord ça, avant d'en arriver aux chiffres. Avant les dégâts financiers, les dégâts humains. Exactement. Donc, moi, j'ai des chiffres qui sont très, très provisoires parce qu'en fait, on a fait un petit sondage, mais il y a déjà 3 jours, sur la base des remontées de déclarations de sinistres qui étaient parvenues à nos membres, dont évidemment Groupama. Donc il y a 3 jours, donc vraiment des remontées très partielles par rapport à la totalité des sinistres qui in fine seront déclarés. On était à 5 900 sinistres pour une charge totale qu'on évalue aux alentours de 280 millions. Et là, les chiffres confirment ce qu'on a vu sur les photos, sur les reportages, sur les vidéos. En 2005, rappelez-vous, on a eu 4 semaines d'émeutes. Là, on a eu 4 jours. En 4 semaines, on a eu à peu près 10 000 sinistres et un coût total de 205 millions. Donc, sur une petite fraction des sinistres déclarés, on était déjà à 280 millions. Et évidemment, on continue les sondages auprès de nos membres, donc on va actualiser régulièrement. Le chiffrage du MEDEF d'1 milliard de dégâts, c'était en intégrant évidemment les pertes d'activité, ça vous paraît Alors moi je pense qu'en fait, tout confondu, puisque l'État étant son propre assureur, il y a aussi des événements qui ne vont pas être couverts par l'assurance. Donc moi je pense même qu'on sera au-delà d'1 milliard et peut-être atteindra-t-on 1 milliard pour simplement, si je puis dire, les dommages couverts par les assureurs. En tout cas, je vous dis, au bout de juste 3 jours de déclaration, on était déjà très très au-dessus du coût des émeutes de 2005. Thierry Martel, de votre côté, par rapport à vos clients, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu, j'imagine, des situations même individuelles extrêmement difficiles et douloureuses à traiter? Il faut y penser, mais aussi quel impact ça peut avoir globalement chez vous? Oui, bonjour Bernard, merci. Bonjour à tous. Philippe, pardon. Oui, quelques compléments en rebond de ce que vient de dire Florence. D'abord, entre le moment où Florence a annoncé les 280 millions et aujourd'hui, pour nous, le montant des déclarations qu'on a reçues a été multiplié par 3. Donc on voit que la marée est en train de monter et qu'on a encore une image très floue de ce que seront les chiffres définitifs. Et c'est pour ça que les chiffres du MEDEF à 1 milliard d'euros ne paraissent pas déraisonnables. La deuxième chose, quand on regarde le profil des sinistres, en tout cas pour nous, compte tenu de notre portefeuille, ce qui l'emporte est de très 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 loin, pratiquement 80% des sinistres, c'est le dommage aux collectivités publiques. Bien avant les voitures ou les dégâts au commerce, il y a eu des dégradations sur le bien public qui sont considérables. Et ça fait vraiment mal au cœur parce qu'au fond, ce sont des infrastructures qui ont été mises en place pour le bien commun. Au service de toutes les populations. C'est ça. Alors côté commercial peut-être. Alors côté commercial, nous on est
on n'est pas énormément présent sur ce sujet. Là aussi, ce qui est intéressant, on en parlait l'autre jour avec la ministre Olivia Grégoire, qui nous disait qu'au fond, ça a été des soldes avant les soldes. En nous prenant un exemple amusant, c'est que le premier stand qui a été dévalisé dans les supermarchés, c'est le stand des bonbons. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on observe habituellement dans des émeutes. Donc c'est un mouvement de nature un peu particulière. Mais il y avait énormément de jeunes, très très jeunes, 12, parfois moins. C'est ça, exactement. Ça a été des jeunes, des mineurs, beaucoup, qui ont profité finalement de l'agitation sur des revendications qui n'étaient pas vraiment politiques. Et enfin... Et donc du côté de l'impact que ça a été reconnu aussi par les fédérations, les fédérations patronales, que ce soit le MEDEF ou que ce soit la CPME, c'est qu'en réalité, le problème, il n'est pas tellement sur les gens qui sont assurés. C'est sur les 50% d'entreprises qui ne sont pas assurées en perte d'exploitation. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, réparer les dommages... Ceux qui étaient couverts par un contrat à perte d'exploitation seront... Absolument. Mais cette prise de conscience de la nécessité de se couvrir en perte d'exploitation et qu'on fond la perte de valeur, elle est autant, même plus sur les pertes d'exploitation, on l'a bien vu au moment du Covid, que sur les dégâts matériels, les pertes de matériel, elle n'est pas encore faite. Et sur les franchises, il y a eu tout un débat. Bruno Le Maire nous a demandé de faire un effort. Est-ce qu'effectivement, globalement, à la fois, Florence, sur... Qu'est-ce que vous avez pu observer? Est-ce que certains m'ont dit oui, on a fait un effort, voire on les a annulés, d'autres c'est moins clair? Alors comme d'habitude, il y a une position, je dirais parapluie de la fédération. Donc nous invitons nos membres à regarder au cas par cas la situation des petits commerçants indépendants qui ont été les plus touchés dans ces émeutes pour l'application des franchises. Et puis ensuite, c'est décliné entreprise par entreprise, et vous avez vu qu'il y avait eu très rapidement un certain nombre d'annonces faites par les membres de France Assureurs. D'ailleurs, la question des franchises fait partie du jeu commercial et du jeu de la concurrence. Tous les contrats n'ont pas les mêmes franchises, chaque assureur a sa propre politique de franchise, chaque client choisit aussi son niveau de franchise. Et nous, notre objectif dans des situations comme celle-là, c'est bien de montrer à nos clients toute l'utilité qu'on a pour eux. Et donc, naturellement, on les accompagne. Alors justement, moi, je voudrais poser une question, peut-être qu'on ne vous a pas encore dit ça, mais de pédagogie de l'assurance et de compréhension de ce qu'est l'assurance, mais notamment auprès de cette jeunesse ou des gens qui sont concernés, qui ont été concernés par les émeutes. Jean-François Copé, qui était exactement à votre place hier, me disait qu'il était allé se balader dans sa ville, à Meaux, dans les quartiers, qu'il avait discuté avec un jeune de 12 ans qui avait participé aux émeutes. Il a dit, le jeune lui disant, c'est pas grave, il y a des assurances. Alors, première remarque, il est peu probable qu'un jeune de 12 ans spontanément pense aux assurances, peut-être que ça a été dit par des adultes devant lui. Et deuxièmement, comment l'un ou l'autre vous réagissez par rapport à ce sentiment que tout ça n'est pas grave, il y a des assurances? Écoutez, moi je trouve ça bien qu'il y ait un jeune qui parle d'assurance, hein, parce qu'effectivement, ça veut dire que c'est pas que à Aix-en-Provence où finalement dans tous les panels on a parlé d'assurance, parce qu'on est centraux dans ce thème de la transition écologique et ce que je veux dire par là, c'est pas forcément une justification pour casser. Non, mais c'est pas une justification, mais enfin qui dit assurance dit risque. Et donc, quelque part, ça veut dire que ce jeune, eh bien, il fait le lien. Et il fait le lien entre, il y a des risques et il y a des gens qui sont là pour les couvrir. Oui, mais c'est pas lui qui va payer. Non, mais le jour où il va découvrir qu'effectivement, c'est pas gratuit et qu'il faut payer une cotisation d'assurance, là, effectivement, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais moi, je veux le comprendre comme, oui, il y a des risques, mais il y a des gens, ils sont là pour les couvrir, c'est les assureurs. Thierry? Oui, alors nous, notre modèle historique de Groupama, il est fondé sur des caisses locales. Les caisses locales, c'était des unités vraiment de proximité, à l'origine de nature agricole. Et en fait, chacun avait connaissance non seulement de ce qu'il payait, mais de ce que les autres recevaient. Et je vais prendre un exemple amusant, c'est vrai que ça date un peu, mais quand un agriculteur voulait assurer sa vache, il venait devant la caisse locale et tout le monde vérifiait que la vache, elle n'était pas subclaquante avant de la faire porter par la communauté. Vous prenez une mutuelle de pêcheurs, quand le capitaine tapait dans le quai parce qu'il était bourré, tout le port le savait et les autres disaient « T'es gentil mon pote, mais on va pas payer parce que t'étais bourré ». Et ce lien entre payeur et receveur, aujourd'hui, il a été complètement dilué. Et nous, dans notre démarche mutualiste, on dit qu'il n'y a pas de solidarité sans responsabilité, que l'argent tombe pas du ciel. Et c'est peut-être ce lien qu'il faut recréer. Alors pour continuer le débat, peut-être avec vous Thierry, sur la question justement de l'agriculture, de l'assurance agricole, on en parle beaucoup sur plusieurs domaines, notamment la sécheresse. On voit qu'il fait très chaud, on vient de vivre dans le monde entier d'ailleurs la journée la plus chaude qu'on ait jamais connue dans l'histoire du monde. Il fait moins chaud qu'hier quand même ce matin à Aix-en-Provence, mais on voit bien que c'est dans cette région sud en tout cas, c'est une question très importante. Alors il y a plusieurs sujets qui peuvent vous concerner. D'abord sur l'agriculture, on voit bien qu'aujourd'hui,
il y a une baisse de la production. On a eu le dernier chiffre de l'INSEE, une baisse de la production agricole. Comment est-ce que vous qui êtes spécialisé dans cette assurance de ces risques spécifiques, vous voyez les choses se passer avec ce monde de l'agriculture qui cherche aussi à avoir des indemnisations par rapport à une capacité à continuer à produire? Alors, là, j'ai 2 heures pour parler de ça. Non, vous avez 2 minutes. Non, c'est compliqué. D'abord, il y a une grosse différence entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Puisqu'il tombe de l'eau en hiver, et les cultures d'hiver tirent relativement bien leur épingle du jeu. Et il peut y avoir des problèmes de qualité. On est en train de découvrir cette année. Les quantités paraissaient bonnes, mais la qualité a été un peu quand même altérée par la sécheresse. Pour les cultures de printemps, je pense notamment au maïs, là, évidemment, c'est très différent, puisque on continue à avoir à peu près toujours autant d'eau sur la France, mais répartie de manière beaucoup plus inégale entre l'été et l'hiver. Et sur les cultures de printemps, il y a un problème qui devient maintenant très important sur la manière de couvrir ces productions. Puis après, vous avez un deuxième sujet, qui sont les cultures sur lesquelles il est assez facile de mesurer la quantité produite. Je pense aux céréales, je parlais du maïs ou la vigne, parce que là, on sait exactement les quantités qui sont produites. Et d'autres natures de production sur lesquelles c'est beaucoup plus compliqué, comme les prairies ou les l'arboriculture. Les prairies, pourquoi? Parce que c'est beaucoup de l'autoconsommation et c'est très difficile de savoir combien, au fil de l'eau, les vaches ont absorbé d'herbe dans les prés. Et là, on est obligé de passer sur des techniques beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus digitales, à base d'observations satellites, pour observer depuis le ciel, effectivement, comment l'herbe pousse. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à assurer, dans un monde où il n'y a plus de saison, ou en tout cas le cycle des saisons est très perturbé, les agriculteurs? Est-ce qu'il va falloir que les pouvoirs publics, la solidarité publique viennent au secours de ce type de risque dans l'avenir? Dans les productions agricoles, il y a 2 facteurs. Il y en a un qui est le potentiel de production de la ferme France, et 2, l'aléa d'une année sur l'autre de production par rapport à ce potentiel. Ce qui est clair, c'est que le potentiel de production de la ferme France est en baisse structurelle maintenant depuis 10 ou 20 ans. Et ça, l'assurance ne peut pas compenser les tendances structurelles. Il faut peut-être, enfin certainement même que la puissance publique accompagne cette baisse tendancielle de production, qui trouve sa compensation dans l'augmentation des prix, puisque en fait le point d'équilibre sur les productions agricoles est très sensible. Quand vous vous écartez du point d'équilibre de quelques pourcents, la volatilité des prix est énorme. Et au fond, ça peut poser des problèmes à double sens. Soit aider les agriculteurs parce qu'il n'y a pas assez de volume, soit aider les consommateurs parce que quand il manque des volumes, les prix s'envolent. Vous voyez, la problématique agricole est très sensible parce qu'on est sur un besoin fondamental de l'humanité. Et sur la volatilité, elle augmente dans des proportions là aussi trop rapides et trop importantes pour que les capitaux privés puissent seuls la couvrir. C'est pour ça qu'il y a eu cette réforme qui a été mise en place d'un système à 3 étages. Un premier étage où l'agriculteur supporte les aléas normaux et historiques d'une production d'année sur l'autre, un étage qui est mutualisé dans l'assurance et une 3e étage qui est porté par la solidarité nationale. Est-ce que ça veut dire, Florence Hussmann, qu'on est en train d'atteindre les limites de l'assurance avec le réchauffement climatique? Et on pourrait prendre un autre exemple que l'agriculture, celui des maisons qui sont impactées par des fissures aujourd'hui avec la sécheresse. Je crois qu'il y a 5 ou 6 millions de maisons potentiellement concernées en France. Alors, quelle solution on peut trouver par rapport à quelque chose qui est aujourd'hui inéluctable? On sait que ça va se produire. D'abord, je rappellerai qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir ce régime des catastrophes naturelles. Qui fête ses 40 ans. Qui a fêté ses 40 ans tout récemment, effectivement, et qui permet à tout un chacun, moyennant une cotisation de 25 € par an, d'être couvert contre les conséquences de ces aléas climatiques. Donc ça, c'est le premier point. Ce régime, il a très bien fonctionné. Évidemment, compte tenu de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements naturels depuis un certain nombre d'années, eh bien, l'équilibre financier du régime doit évidemment être conforté. Et il y a actuellement une mission qui a été décidée par M. Béchu et Bruno Le Maire et qui va faire un point complet de tous ces sujets liés aux événements naturels, à la fois en termes d'assurabilité et également en termes d'équilibre financier de ce régime. À la fin de l'histoire, il va falloir payer un peu plus. Alors, si franchement, pour chacun d'entre nous, pour continuer à être couvert par ce régime totalement exceptionnel dans le monde, il y a les Espagnols qui nous ont un petit peu copié, même si c'est une forme légèrement différente. Moi, je vous assure que année après année, dans les COP successives, quand j'explique qu'en France, moyennant 25 € par an, on est couvert contre les aléas de ces catastrophes naturelles, mais tous les pays achètent. Donc, s'il fallait, dans les années qui viennent, rajouter quelques euros par an à ces 25 €, évidemment, ça vaut le coup. Thierry Martel, est-ce que sur ce sujet justement des maisons qui sont impactées par la sécheresse, il doit y avoir beaucoup dans
dans la région sud, évidemment, on atteint les limites effectivement de l'assurabilité de ce risque. Est-ce que ça devient un problème de prévention aussi qu'il faut mettre en place en amont? Qu'est-ce qu'on dit à toutes les personnes qui commencent à avoir des fissures dans leur maison et qui se disent mais ma maison va s'écrouler dans 20 ans, la valeur de mon actif, même si je veux la vendre, n'est plus du tout la même que celui que j'imaginais? Je vais faire une réponse un peu comme sur celle des émeutes tout à l'heure. Avant de parler chiffres, parlons humains. Et les milliards, c'est une chose. Des gens qui se retrouvent avec une maison fissurée, c'en est une autre. Ce sont des tragédies psychologiques, des gens qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Et au fond, la question est moins de savoir si c'est assurable, comment faire en sorte d'éviter que ça se produise. Vous savez, on parle de 3 millions de maisons qui sont potentiellement en risque grave, 10 millions de maisons qui sont en risque. Ça a été repris, ce chiffre, par Bruno Le Maire hier. Il a pris un chiffre qui était un peu entre les deux. Donc la conscience aujourd'hui existe. Est-ce que c'est intelligent d'attendre qu'il se fissure pour savoir comment on va financer la réparation? Ou est-ce qu'on prend le problème à bras-le-corps en amont pour éviter ces drames humains? Et chez France Assureur, et je parle sous le contrôle de Florence, là aussi, je crois qu'on a bien progressé dans notre manière de travailler collectivement ensemble, puisqu'on s'est lancé dans une expérimentation. On a pris 300 maisons sur lesquelles on va mettre des capteurs, sur lesquelles on va tester des méthodes pour faire en sorte d'éviter que cette catastrophe humaine se produise. Mettre l'accent sur la prévention. Pour prendre un autre secteur qui commence et qui pourrait impacter d'ailleurs le pouvoir d'achat des Français, c'est la santé, puisqu'il y a un certain nombre de mesures là, qui sont prises au niveau de l'État et de la sécurité sociale qui vont faire des transferts de charges vers les mutuelles. Ça veut dire que donc, avec notamment maintenant que les mutuelles sont obligatoires pour toutes les entreprises, avec des contrats responsables, on va certainement assister dès l'année prochaine à une hausse des cotisations des salariés qui sont couverts par ces mutuelles. Est-ce que vous pensez qu'on est aujourd'hui entré finalement dans un système de basculement du public vers le privé des risques santé? On est de toute façon à une période de notre histoire économique où maintenant le déficit budgétaire, le financement du déficit budgétaire, ne cesse que du fait de la hausse des taux d'intérêt, est maintenant un sujet qui est central. On a vu la réaction des agences de notation. Et donc, il y a effectivement une impérieuse nécessité à mettre sous contrôle toutes ces dépenses qu'on qualifie de protection sociale. Et dès qu'on parle de protection sociale, on parle d'assurance. Donc là, il y a toujours un choix. Il y a le système public et puis il y a les assureurs, puisque les assureurs, on ne fait pas que de l'assurance santé, on fait de la prévoyance, on fait de la couverture de toutes les situations difficiles que le salarié ou que nos concitoyens peuvent rencontrer. Il ne faut pas s'y tromper, Philippe Paiby. De toute façon, à la fin des fins, c'est le citoyen qui paye. À la fin, il faut payer. Il paye oui. des impôts. Et à ce moment-là, effectivement, on va dire que c'est un financement public. Pour certains diront c'est beaucoup mieux. Je ne suis pas sûre. Ou bien, effectivement, on paye des cotisations d'assurance. Ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est obligatoire. Donc, de toute façon, c'est un prélèvement obligatoire. Que je paye un peu plus de CSG ou un peu plus de cotisations. Voilà. Simplement, en général, le secteur privé, quand même, gère mieux que l'État. Donc, moi, je suis plutôt favorable à ce que ça transite par la sphère privée. J'entends, mais il y a un petit problème de transparence, c'est que le salarié qui voit sa feuille de paye, alors maintenant, c'est vrai, il a la retenue à la source, mais qui voit sa feuille de paye à la fin, il va regarder, il va dire « Ah, ma mutuelle a augmenté, pourquoi ?» Alors, on va lui expliquer. Il va falloir lui expliquer. On va effectivement lui expliquer. Non, mais il y a un truc qui me gêne dans ce débat, c'est qu'on aborde la santé des Français sous un angle comptable. Au fond, c'est la doctrine de la sécurité sociale. On parle toujours de milliards d'euros et pas de santé des Français. On parle de l'espérance de vie des Français, on ne parle jamais de l'espérance de vie en bonne santé des Français. Qui est l'une des plus mauvaises en moyenne, médiocre, 62 ans en France. Personne ne le sait. On a la plus forte espérance de vie de l'Union européenne. On dépense pour la santé une proportion de notre PIB qui est, je dirais, dans la norme des pays développés. Par contre, en termes d'efficience de notre système, il y a vraiment des choses à faire. Et plutôt que en permanence de se regarder en chien de faïence en disant qui va payer quoi, de dire ces dépenses, c'est quoi la santé, à quoi on les alloue et comment on les optimise. Quelle santé on veut. Quelle santé on veut. Et c'est ce débat. Et après, on regardera comment on paye. Mais se dire c'est toi, c'est moi, avec au passage d'ailleurs, quand vous transférez 500 millions d'euros de charges de la Sécu sur les assureurs, l'État prend 15% de taxes au passage. Non, mais c'est mon point, Thierry Martel, parce que moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais est-ce que le point central, et qui d'ailleurs explique pourquoi on est mauvais en espérance de vie, en bonne santé, c'est qu'on ne met pas assez l'accent sur la prévention
On parle beaucoup de l'emploi des seniors. On vient de faire une réforme des retraites qui va allonger de 2 ans pour un certain nombre de nos concitoyens le temps de travail. Pour un certain nombre de gens, ça va être insupportable, surtout s'ils sont en mauvaise santé. Comment est-ce qu'on peut, par l'assurance d'ailleurs peut-être, mettre plus de moyens vers la prévention? Il y a des pays qui font ça beaucoup mieux que nous, notamment les Pays-Bas, le Danemark, les pays nordiques. Alors effectivement, la clé pour tous les risques, dont le risque de santé, c'est la prévention. La prévention, c'est déjà mettre tout le monde autour de la table pour repérer dans l'écosystème santé quels sont les acteurs les mieux à même d'intervenir sur ce champ de la prévention. Et là, évidemment, les assureurs font partie de la solution. Aujourd'hui, le maître mot de la prévention, c'est la prévention individualisée, la prévention personnalisée. Et nous avons un atout dans notre relation avec les assurés, c'est que par exemple, contrairement à l'industrie pharmaceutique, nous avons le droit et nous pouvons échanger tous les jours, si nous voulons, avec nos assurés. Donc on pourrait très bien imaginer des parcours de prévention en fonction de la consommation médicale si on avait accès à un certain nombre de données. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on ne met pas toutes les parties prenantes autour de la table. Nous avons beaucoup d'atouts à faire jouer qui ne sont pas strictement médicaux, mais il faudrait pour cela, en particulier, qu'on nous donne accès à un peu plus de données sur les populations. Thierry Martel. Oui, et puis la santé, c'est un sujet global. En France, on regarde la santé comme les médecins et les médicaments, pour faire simple. Or, en réalité, quand vous regardez les inducteurs de santé, 80% des inducteurs de santé ne sont pas médicaux. C'est les modes de vie, c'est le sport, c'est l'alimentation, c'est toute une série de choses. Et donc, si on veut parler prévention, il faut parler global. Nous, les assureurs, comme les employeurs d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, l'assurance santé est beaucoup inscrite dans un cadre collectif, on peut être des tiers de confiance. Parce que nous, les assurés, chez nous, ce n'est pas un numéro de sécu, c'est monsieur Untel, c'est monsieur Mabille. On vous parle, on vous connaît. On est capable de vous expliquer, sans vous forcer, mais au moins vous donner l'information. La sécurité sociale, elle ne sait pas faire ça. Et quand est-ce qu'on arrivera à se mettre autour de la table pour parler objectif, pour parler stratégie, avant de parler chiffres? Est-ce que la réponse est de sortir aussi d'un cadre purement annuel, celui du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui chaque année finalement renvoie la balle en général effectivement aux assureurs avec une discussion qui se termine plus ou moins bien? Est-ce que le sujet, c'est qu'il ne manque pas une sorte de programmation pluriannuelle des dépenses sociales et notamment de santé? Bien sûr, et de toute façon, la rentabilité de la prévention, eh bien, on peut l'apprécier, on l'appréciera sur des décennies et non pas sur l'année en cours ou sur l'année budgétaire suivante. Mais il faut déjà se mettre autour de la table pour essayer d'évaluer et de prévoir sur quel type de programme de prévention on veut intervenir. Mais la question que vous posez, au fond, elle est au cœur de ces débats d'Aix-en-Provence, puisqu'on est sur un monde qui doit gérer des transformations, et une transformation, ça ne se gère pas. On ne va pas basculer du pétrole à l'hydrogène en une année. On ne va pas basculer, on ne va pas traiter... Les problèmes de dépendance, ils sont en train de monter doucement, mais sûrement. Vous vous souvenez, c'est Jacques Chirac qui avait posé sur la table le premier cette question de la dépendance. Vous comptez les mandats depuis Jacques Chirac, on n'a à peu près pas avancé. Et on attend d'être au pied du mur pour prendre des mesures d'urgence. Bien sûr qu'il faut avoir une vision de long terme, parce que c'est dans le long terme qu'on construit des politiques efficaces. Alors on va parler un petit peu pour terminer d'épargne, parce que les taux d'intérêt montent. Ils ont rarement monté, enfin je crois jamais monté aussi vite, aussi rapidement, à un niveau qui aujourd'hui va nous amener probablement d'ici la fin du mois, on va voir ce qu'il va faire la BCE, mais autour de 5%, et on se demande si on ne va même pas aller au-delà. Il va y avoir une décision, enfin très prochainement, après la recommandation du gouverneur de la Banque de France sur le livret A, c'est jeudi prochain, probablement une recommandation de hausse. Donc avec un livret A à 4%, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de politique commerciale sur l'assurance vie et sur vos différentes propositions de gestion de l'épargne? Alors moi je suis très très claire, il n'y a pas de match entre l'assurance vie et le livret A. Si on regarde l'année 2022, on constate que l'assurance vie se maintient toujours à environ 20% des flux d'épargne financière et que la collecte sur le livret A, eh bien, elle s'est faite au détriment des comptes bancaires et des livrets bancaires. Mais l'épargne, vous avez raison, elle est vraiment au centre de nos transformations, au centre de ces rencontres économiques. On parle surtout de consommation ces derniers temps, favoriser la consommation. Moi, quand j'entends tous les débats qu'il y a eu à Aix, on nous dit il faut 50 milliards, 50 à 70, prenons la fourchette basse avec 50 milliards par an jusqu'à 2030 pour financer la transition écologique et énergétique. Ça fait 350 milliards. Ce sont des chiffres qui sont colossaux.
colossaux, oui, mais nous, on a des assureurs qui sommes les grands investisseurs dans ce pays, un pays qui n'a pas de fonds de pension. Nous, on a 2400 milliards de placements, on a 1900 milliards d'épargne sous forme d'assurance vie. Et quand on dit épargne en France, on dit en fait assurance vie. L'essentiel finance la dette de l'État aujourd'hui. Ah non, l'essentiel finance les entreprises. À 64%, vos contrats d'assurance vie sont investis dans les entreprises, dans l'économie réelle, et seulement 30% dans les dettes de l'État. Donc si on veut véritablement financer cette transition écologique et énergétique, il faut doper l'épargne des Français, c'est-à-dire tout faire pour développer encore plus l'assurance vie. Mais en même temps, on est le pays qui épargne. On n'a jamais autant épargné, Thierry Martel. Donc est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un problème de contradiction entre on veut de la consommation, on veut de la croissance, et on veut de l'épargne, et on veut de l'investissement? Non, mais juste 2 points, parce que je vois qu'on est pris par le temps. Mais d'abord, moi, je suis fier de financer les finances publiques de mon pays. En tant qu'assureur, il n'y a pas de honte à ça. Financer l'État, si l'État est là pour investir, pour améliorer l'intérêt général, pour développer les infrastructures, pour accompagner les plus faibles. Moi, je suis fier d'investir dans la dette de l'État. Il ne faut pas opposer, de mon point de vue, l'État et les entreprises. On vit tous dans le même pays, et c'est normal qu'on apporte notre contribution au financement de ce pays. Pour moi, c'est une fierté, et je n'ai pas honte de dire que financer l'État, c'est une belle chose. D'ailleurs, les Japonais l'ont compris depuis très longtemps. Ils ont nationalisé leur dette, même eux. Ils sont tellement fiers qu'ils en financent 70%. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut aller sur un modèle à la japonaise, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Dès lors que les finances publiques sont gérées de manière... Dès lors que ça n'a pas d'effet d'éviction quand même sur le financement, notamment des investissements futurs. C'est ça. Alors ensuite, sur la quantité d'épargne, vous savez très bien, ce qui fait la masse d'épargne, c'est l'épargne très longue, c'est la retraite. Et le fait qu'on soit dans un système de pure répartition, sans système de capitalisation, nous met très en retrait, notamment des pays anglo-saxons en capacité d'investir. Ça, vous connaissez l'histoire. Il y avait eu la loi Thomas qui devait passer, dont il n'y a jamais eu de décret d'application. Depuis cette loi Thomas, chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, on dit « et si on faisait des fonds de capitalisation ?» Même cette dernière réforme n'a même pas posé le problème sur la table. Alors, il y a quand même une vraie évolution des mentalités chez les jeunes. Quand on demande aux jeunes s'ils toucheront une retraite et s'ils ont besoin d'épargner pour ça, la réponse aujourd'hui, elle est écrasante en faveur du oui. Donc les jeunes... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas très confiance dans le fait que le système va leur payer une retraite. Hein. Oui, alors ils manifestent contre la réforme, mais ils savent dans leur fort intérieur que le système ne pourra pas continuer comme ça, parce que les Français sont toujours ambigus. Tant qu'il y a de l'argent gratuit, on réclame, mais chacun doit gérer le budget de sa famille, et c'est très bien qu'à un moment donné, l'argent ne tombe pas du ciel. Et là, je dois saluer quand même la réforme qui a été portée par Bruno Le Maire sur le PER, qui a un succès incroyable. Incroyable. Quelques chiffres un peu sur justement le PER aujourd'hui? Je vais demander à Florence quelles sont les statistiques de la fédération. Moi, oui, j'ai mes chiffres. On est à plus de 4 millions d'assurés sur le PER pour un produit qui est quand même très très récent. Un PER qui est investi à quasiment 50% en unités de compte. Donc effectivement, c'est un grand succès et qui se confirme mois après mois. Donc c'est le début de la capitalisation à tout petit pas. Mais il y a déjà toute l'assurance vie qui fonctionne en capitalisation, donc qui est le produit. Finalement, les fonds de pension, ils ne sont pas collectifs, mais ils sont individuels en France. On va terminer là-dessus. Et il y avait une opportunité au moment de la réforme des retraites qui a avorté, celle où on passait en système à points, puisque notamment pour les cadres, on réduisait beaucoup la portée du système et il y avait un espace qui se créait là. Bon, c'est une opportunité qui a été à manquer, mais je crois qu'aujourd'hui, les Français l'ont compris, le pays est mûr pour évidemment ne pas abandonner la retraite par répartition, c'est un acquis social auquel tout le monde est très attaché, mais pour créer un espace au-dessus, par capitalisation, et c'est là où on aura de l'épargne longue. On parle aujourd'hui d'investir dans le private equity, il faut de l'épargne longue pour investir dans le private equity, et c'est la retraite qui fournit ça. Merci beaucoup en tout cas tous les deux d'être venus parler à ce magnifique plateau de la Tribune en direct des rencontres économiques. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup.